Au cœur de l'industrie textile européenne, un lourd silence plane sur une affaire judiciaire emblématique, China Truck. Ce procès était censé démanteler un réseau criminel contrôlant la logistique du commerce de vêtements sur le continent. Au lieu de cela, il est paralysé par des échecs procéduraux et des interférences présumées, laissant la justice en suspens. La région au centre est un carrefour de la mode, où les affaires légitimes et les activités illicites se confondent. Les enquêteurs ont découvert un système basé sur la coercition et l'exploitation. Mais le traduire en justice s'est avéré presque impossible. 7 ans après la clôture de l'enquête, pas un seul témoin n'a témoigné. De nombreux accusés ont disparu. Le processus judiciaire est bloqué. Chaque délai ressemblant plus à du sabotage qu'à un accident. Ce n'est pas une histoire d'aveu spectaculaire, mais d'une lente attrition. Des documents disparaissent, des personnels clés démissionnent. La violence gèle le processus. La stagnation du procès est une victoire pour le réseau, envoyant un message. Le système peut être dépassé, la justice indéfiniment reportée. Les ombres s'allongent à mesure que l'attente se prolonge. Dans ce silence, le pouvoir se consolide hors de portée de la loi. Les racines du conflit sont tissées dans le modèle économique de la région. Une seule ville est devenue l'épicentre textile de l'Europe, attirant des entrepreneurs et des travailleurs du monde entier, en particulier une puissante communauté de l'Est. Leur système rapide et à faible coût a alimenté l'essor de la fast fashion, mais a également engendré ses propres règles et une application brutale. La concurrence était territoriale, avec des groupes se disputant les monopoles et la loyauté des travailleurs, souvent par la violence. Ce chaos a permis au crime organisé de prospérer, camouflé par des milliards d'exportations annuelles et une multitude de sociétés écrans. Des marchandises de contrebande et des profits non taxés s'écoulaient chaque semaine, accumulés au fil des années de détermination impitoyable et de coercition. Alors que de nouveaux acteurs remettaient en question l'ordre établi, la violence s'est intensifiée. Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement était absolu, et toute menace était écrasée. Les premiers conflits ouverts ont rapidement éclaté, préparant le terrain pour la guerre. L'enquête China Truck a débuté par un bain de sang. 2 hommes assassinés en 2010, victimes d'une guerre de territoire entre factions chinoises rivales. Les autorités ont réalisé qu'elles faisaient face à la criminalité organisée, et non à des litiges commerciaux. Les enquêteurs, bloqués par un mur de silence, ont eu recours aux écoutes téléphoniques pour cartographier la hiérarchie et les méthodes de l'organisation. Les preuves ont révélé un groupe dominant consolidant son pouvoir par des menaces, des sabotages et la violence, visant un monopole total. En 2018, des accusations ont été portées contre 58 individus, dont le présumé chef des chefs. Mais avant le procès, le principal suspect a été libéré et a fui le pays, ne devant probablement jamais faire face à la justice italienne. Les procureurs se sont retrouvés avec une affaire à laquelle manquait sa figure centrale. L'ombre de son évasion planait sur le procès. Les difficultés ne faisaient que commencer. L'ouverture du procès China Truck a marqué non pas un triomphe, mais un effondrement. L'absence du principal accusé n'était qu'un début. Les audiences ont été reportées, les délais non respectés et l'élan perdu. Des preuves clés, des milliers d'heures d'écoute téléphonique, nécessitaient des interprètes qualifiés, mais le premier a démissionné, le second a échoué, et les remplaçants ont disparu ou refusé le poste. La peur et la pression communautaire ont créé un boycott. Même les nouveaux traducteurs ont eu du mal avec les dialectes, repoussant encore les audiences. Des documents ont disparu pour réapparaître ensuite. L'extrême complexité de l'affaire est devenue une arme pour la défense. Chaque délai a profité aux accusés, la mémoire des témoins s'est estompée, les preuves se sont dégradées et l'attention publique a diminué. Le procureur principal a soupçonné une interférence coordonnée, peut-être avec une approbation étrangère. Le système judiciaire était vaincu non pas par la discussion, mais par 1000 petites coupures. Le procès est devenu un labyrinthe bureaucratique, exploité à chaque tournant. La machinerie du droit s'est enrayée, la justice s'est éloignée davantage. Alors que le procès s'enlisait, la violence a éclaté pour un nouveau prix, le cintre. Le contrôle de cet article anodin
signifiait des millions de profits et de pouvoir pour le réseau dominant du commerce de vêtements. Les rivaux défiant le monopole ont été confrontés au feu et aux explosifs, des attentats à la bombe et des incendies criminels ont balayé les usines en Italie, en France et en Espagne. Au moins 16 incidents depuis le printemps 2024 ont signalé une campagne de destruction économique. Le prix de la défiance était la ruine. La violence ciblait à la fois les biens et les personnes. Un homme d'affaires chinois a été poignardé par des hommes de main venus de Chine, liant les différents commerciaux à la violence organisée. Même avec des dirigeants inculpés, le réseau défendait son territoire en toute impunité. La guerre des cintres était une conséquence directe de la stagnation du procès. Le silence juridique a enhardi l'escalade criminelle. La loi était silencieuse, mais les bombes étaient bruyantes. Alors que les procédures judiciaires s'enlisaient, la violence est devenue personnelle et audacieuse. En avril 2025, un lieutenant clé et accusé a été exécuté à Rome. Avec sa petite amie, aucune arrestation n'a suivi. Le message, même les accusés n'étaient donc pas en sécurité. En novembre, une manifestation syndicale dans la ville textile a été confrontée à une violence organisée. Des manifestants et des policiers infiltrés ont été brutalement attaqués. Ces actes ont éliminé des rivaux, fait taire la dissidence et renforcé un climat de peur qui a paralysé le procès. Chaque attaque avertissait la communauté. L'État ne pouvait pas les protéger. La portée de l'organisation était longue, sa mémoire encore plus. Alors que la salle d'audience était au point mort, les rues étaient le théâtre d'intimidation et de sang. Le système juridique semblait impuissant, le réseau criminel d'une efficacité impitoyable. Le contrôle était maintenu non par le repli, mais par l'escalade de la violence. Le plus grand obstacle pour les autorités a été un mur de silence actif, construit sur la loyauté, la méfiance et la peur. Les victimes et les témoins refusent de parler, forçant le recours à une surveillance technique vulnérable. La coopération internationale est presque inexistante. Les demandes à la Chine sont accueillies par des retards ou des refus, et l'extradition est impossible. Le cerveau présumé opère librement à l'étranger, gérant des opérations hors de portée italienne. Aucun initié n'est devenu témoin à charge. La menace de représailles est trop grande. Les procureurs ont tenté de qualifier les gangs de mafia, cherchant des outils et des peines plus sévères. Mais prouver cela devant les tribunaux est presque impossible, car le seuil juridique est élevé et les différences culturelles sont immenses. Les propres règles du système sont utilisées pour ralentir et entraver la justice. Le procès bloqué a créé un vide de pouvoir, avec des conséquences bien au-delà de la salle d'audience. La domination du réseau criminel perpétue un système d'évasion fiscale, de fraude et d'exploitation de la main-d'œuvre, écartant les entreprises respectueuses des lois. L'État perd des milliards de revenus. L'économie légitime s'érode. Sur le plan judiciaire, l'échec de l'affaire signale que des groupes criminels étrangers peuvent opérer en toute impunité, sapant la crédibilité de l'État et enhardissant d'autres. Le moral des enquêteurs en souffre. La confiance du public se corrode à mesure que la violence et la peur deviennent la norme. La ligne entre la société criminelle et civile s'estompe lorsque l'application de la loi par les gangs est plus visible que par la police. L'affaire expose les vulnérabilités du cadre juridique européen. La criminalité transfrontalière exploite les barrières de traduction, de coopération et culturelle. China Truck est devenue une étude de cas sur la façon de vaincre la justice moderne. Le poids de cet échec pèse lourdement sur l'état de droit. Au 11 décembre 2025, l'affaire China Truck reste gelée. Les dossiers accumulent la poussière. Les audiences sont lointaines et l'espoir est mince. L'ambition de démanteler un empire criminel s'est réduite à une lutte pour traduire un appel téléphonique. Le silence est le son d'un réseau consolidant son pouvoir, non menacé par la loi. Le bilan est immense. Pour les enquêteurs, les procureurs, les familles des victimes et la communauté, tous vivant sous un état de droit fragile. C'est le dommage silencieux d'une justice différée, un lent épuisement qui s'abat sur tous ceux qui sont touchés par l'affaire. L'entreprise criminelle continue d'évoluer, son contrôle ininterrompu par l'enquête ou le procès. Endurcie par la pression, elle s'adapte.
plus prudente, plus brutale. Il n'y a pas de résolution claire, seulement un aperçu des limites de la justice face à un adversaire puissant. L'ombre du procès. China Truck plane. Un rappel que porter des accusations n'est pas la même chose qu'obtenir justice. Le chapitre reste inachevé, le silence profond.